Bonsoir à tous. Et puis merci d'être là hein, encore pour poursuivre ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler de stratégie de rendement avancé. Donc ça va être cool, hein, ça va être un petit peu plus poussé, mais je vais vous donner quand même des nouvelles cordes à tirer, hein, des petites ficelles à tirer comme d'habitude. On va faire aussi des rappels des webinaires précédents. Et puis voilà, je vous donnerai beaucoup de valeur comme d'habitude. Et puis voilà, donc tout le monde est là. Je vais attaquer directement par le partage d'écran et puis on va attaquer. Euh, bon, il y a Virginie avec nous hein, pour ceux qui la connaissent. Hein, voilà, vous pouvez lui poser des questions dans le chat. Elle est avec nous, elle vous répondra avec plaisir. Et puis même sinon, vous pouvez lui envoyer des mails ou l'appeler au téléphone. Elle est là, elle est dispo, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, dans le chat, je mettrai des liens vers soit les anciens webinaires que j'ai faits, soit des sujets en particulier que j'ai évoqués. Donc ça vous fera du contenu à aller voir en plus. Et puis voilà. Si vous avez des questions, je vais à peu près l'organiser comme d'habitude, hein, ce webinaire. 45 minutes de présentation où je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, puis je ferai quelques rappels. Et puis après, je prendrai 15 minutes à la fin pour répondre aux questions. Donc les questions, ça sera plutôt donc sous forme écrite, donc vous pouvez me les mettre dans le chat. Je répondrai à la fin euh, voilà, pour pas interrompre le webinaire au fil de l'eau. Donc, si vous avez des questions, vous le mettez dans le chat. Si vous avez des questions qui vous viennent a posteriori après le webinaire, vous pouvez me les envoyer par mail. Virginie va vous mettre le mail dans le chat et toutes les informations si vous voulez me contacter. Alors, on attaque. Je vais partager l'écran. Puis merci à tous hein, d'être là. Je sais qu'il fait un petit peu chaud, mais je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu partout dans le monde. Donc, on n'a pas tous les mêmes problématiques. Donc aujourd'hui, je vais parler de stratégie de rendement avancée et notamment ce qu'on peut faire avec les produits dérivés et les ETF avec des stratégies intégrées. Vous allez voir que c'est des produits qui sont un petit peu différents des ETF classiques ou de ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis je vous parlerai de quelques stratégies sur options et de stratégies avancées. Comme d'habitude, on est toujours dans le cadre de ce dont je parle régulièrement, c'est-à-dire la stratégie patrimoniale. Dans la stratégie patrimoniale, les investissements par classe d'actifs. Là, aujourd'hui, on fait un zoom sur la bourse, mais souvent, je fais des zooms sur les autres classes d'actifs, et ça, vous pouvez aller le voir, un petit peu dans les autres contenus que Virginie vous met dans le chat, vous mettra dans le chat, ou sinon sur mon site internet. Euh, donc là aujourd'hui on va faire un zoom bourse, mais avant de faire un zoom bourse, je vais faire un petit rappel parce qu'il y a des choses que j'ai dit les dernières fois qui se sont produites. Bon ça c'est souvent le cas, mais qui ont été intéressantes, donc je vous ferai un petit update. Allez, on attaque. Je vous ai mis une petite phrase que j'aime bien toujours mettre. C'est une citation de Tony Robbins qui dit: ce qui est encore plus important que la constitution d'un patrimoine, c'est de le faire d'une manière qui vous apportera la tranquillité d'esprit. Je l'ai redit cette semaine dans la newsletter que j'envoie aux abonnés, enfin la newsletter des rotations, la newsletter par abonnement que j'envoie chaque semaine où je publie tous mes investissements et mes portefeuilles. Euh, euh, je, j'ai réexpliqué qu'en fait l'investissement, c'est vraiment comment on va mettre le monde de la finance au service de sa vie. Et toute la subtilité, elle est de trouver les stratégies, de trouver la manière de fonctionner qui nous correspond et surtout qui correspond à l'atteinte de nos objectifs financiers. Alors il y a enfin, de la même façon qu'il y a mille et un investisseurs, des milliers d'investisseurs, et bah, il y a des milliers de stratégies. C'est pour ça que j'en parle de plein. Et puis c'est pour ça aussi que quand je fais les coachings, j'essaye de trouver les meilleures stratégies, les meilleurs outils, la meilleure timing d'intervention, tout ce qu'il faut pour que les gens puissent avoir quelque chose qui correspond à leur vie et à l'atteinte de leur objectif. Euh, voilà. Vous pouvez aller voir les webinaires précédents. Euh, Virginie va les mettre dans le chat.
Sinon, ils sont sur mon blog. Je parle de stratégie patrimoniale, je parle de bourse, je parle de matières premières, je dis un petit peu comment investir dans toutes les classes d'actifs. On a fait des points sécurisation, on a fait des points fixation d'objectifs, on a fait beaucoup de choses. Pour ceux qui ont la patience, vous pouvez aller voir ça. Puis pour ceux qui ont encore plus la patience, euh, bah, vous savez que je fais des coachings. Donc si ça intéresse des gens, n'hésitez pas. J'ai quelques spots encore en coaching euh, disponibles. Voilà. Je fais aussi des formations à domicile là, récemment et j'en ai fait plusieurs. C'était vraiment très très cool. Donc on se retrouve avec les gens, puis c'est aussi une autre dimension. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez demander à Virginie ou par mail. Alors on attaque. Ah oui, pour ceux qui me connaissent pas, je suis entrepreneur investisseur depuis 15 ans, je m'appelle Arnaud Fonrouge, il y a mon mail ici, il y a le numéro de portable ici. Voilà, il y a ma newsletter hebdomadaire, les coachings que je fais, et puis vous pouvez prendre un rendez-vous diagnostic directement avec moi sur mon calendrier. Je vais faire des points sur ce qu'on a vu les dernières fois. On a fait un gros webinaire il y a quelques semaines sur les secteurs. J'ai expliqué un petit peu les 11 secteurs de la bourse comme on voit ici. Bluetooth pairing. Ok. Euh, si on peut mettre tout le monde en muet, Virginie, ça peut être cool. Et donc voilà, donc on avait parlé des différents secteurs de la bourse. Et dans les différents secteurs de la bourse, j'expliquais un petit peu les spécificités de chacun, les secteurs qui étaient plutôt croissance, rendement, euh, etc. Un petit peu leurs différents comportements. Et puis j'expliquais la méthode des rotations qui faisait que je montrais comment on pouvait se positionner sur différents secteurs avec un market timing approprié. Bref, quand on reprend la roue des rotations, je vous l'ai peut-être mis là, la roue des rotations. Ouais, voilà. Quand on reprend la roue des rotations des différents secteurs, je vous invite de voir le webinaire sur les secteurs ou de voir ma newsletter sur les secteurs. Mais quand on décide de se positionner sur des secteurs en fonction de où on se trouve dans le cycle économique et financier, donc reprise, expansion, surchauffe, récession, on a souvent des secteurs forts, donc en ce moment c'est beaucoup la tech, la consommation discrétionnaire et l'énergie. On a aussi de l'énergie qui a monté suite à ce qui s'est passé. Et puis on a des secteurs faibles. Et en ce moment, les secteurs faibles, c'est ceux qui sont de l'autre côté de la roue des rotations des secteurs. C'est la télécommunication et les services, la santé et la consommation cyclique, la consommation de base. Donc voilà, j'ai expliqué un petit peu ça dans la newsletter cette semaine à quel point je pensais qu'il y allait avoir une rotation entre ces différents secteurs qui ont énormément, énormément monté. Les investisseurs institutionnels prennent des profits. Et pour moi, ces trois secteurs-là, c'est les plus faibles du moment. Et par définition, c'est ceux où il y a des opportunités de rattrapage, de croissance. Donc voilà, vous pouvez aller voir tout ça. Vous pouvez aller voir aussi ma newsletter, celle-là, où je publie des positions de valeur en retournement et le portefeuille, le lexique des secteurs, il est ici, là. Le lexique des secteurs mondiaux, il est dans cet onglet-là. Vous avez les différents secteurs et vous avez là, quand vous cliquez dessus, alors j'ai mis des Amundi, mais vous pouvez trouver les équivalents chez les autres émetteurs d'ETF. Quand vous allez dessus, vous allez pouvoir avoir les différentes composantes, les différents sous-jacents de cet ETF-là, de ces ETF-là, et donc vous pourrez aller choisir, faire du stock picking, choisir ceux qui vous intéressent. Voilà. Pour moi, les secteurs faibles du moment, c'est ça, santé et communication de services. Que ce soit en Europe ou aux US, c'est un petit peu partout pareil. Euh, de toute façon, quand on est dans les rotations géographiques, c'est d'abord les US qui montent, ensuite l'Europe et ensuite les émergents. Donc voilà, l'argent des institutionnels, il bouge un petit peu comme ça, comme des poupées russes, dans le sens où il y a d'abord ils investissent d'abord sur les fleurons du secteur, puis quand ils ont gagné leur argent, ils vont le déployer soit sur les mid-cap du même secteur dans la même zone géographique, soit dans d'autres secteurs, soit dans le même secteur dans d'autres zones géographiques. Bon, je passe parce qu'il y a des webinaires entiers là-dessus. C'était pour vous parler de ça. J'ai fait un webinaire aussi et j'ai beaucoup, beaucoup parlé ces temps-ci des matières premières.
Pourquoi? Parce qu'il y avait des opportunités. Pareil, toujours pareil, dans l'optique des rotations, on avait eu leur argent qui était monté avec les métaux précieux. Et puis ensuite, il y avait eu la rotation classique. Alors là, je les ai mis dans l'ordre, c'est pas un ordre dans lequel la rotation des capitaux s'effectue, mais j'ai expliqué bien que bah, d'abord c'était les métaux précieux qui montaient en premier, puis les métaux industriels, puis ensuite dans les métaux industriels il y a aussi les métaux stratégiques, voilà. Et puis ensuite quand l'argent avait été gagné ici, il y avait une rotation qui s'opérait vers l'énergie et puis ensuite vers les matières premières agricoles ou les softs, qu'on appelle comme le coton, enfin, etc. C'est pareil, je vais pas réexpliquer, il y a un webinaire entier là-dessus, Virginie vous le mettra dans le chat. Euh, mais voilà, probablement, enfin en gros, ce que j'expliquais il y a à peu près un mois et demi, 2 mois, c'est que maintenant les opportunités elles étaient sur les agricoles avec certaines qui étaient déjà parties. Je regardais aussi un petit peu là cette semaine, il y a le cuivre, l'alu qui sont en train de décrocher, surtout l'alu. Donc l'alu, il avait fait un x2 depuis que je l'avais recommandé, à 100%, quoi. Et puis là, il est en train de corriger, enfin de corriger, de faire une sous-fluctuation baissière. Et donc, ça peut être intéressant de voir comment l'alu baisse pour voir s'il va nous réoffrir des éventuels points d'entrée, parce que c'est quand même un bon truc. Le cuivre et l'alu, c'est quand même des métaux bien à avoir dans son patrimoine, dans le sens où c'est des métaux qui accompagnent la transition électrique, enfin l'électrification de l'économie, comme ils disent, donc tout ce qui va être la robotique, enfin même les voitures et tout ça. Donc le cuivre, c'est pour la conduction, puis l'aluminium, c'est pour la réduction du poids des différents objets, quoi. Bon, je passe, mais si vous pouvez aller revoir le webinaire là-dessus, c'est cool. Et si vous pouvez, euh, voilà, ça peut être cool. Ok, je fais un petit rappel, je le fais, je le fais quasiment tout le temps quand je fais le webinaire, mais c'est extrêmement important de se former, hein. Je le dis en permanence, investir, être investisseur, c'est une compétence. C'est pas, il suffit d'avoir de l'argent, il se déploie magiquement sur des revenus passifs, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'investissement, c'est une compétence qu'il faut venir nourrir, qu'il faut venir acquérir. La délégation est déléguée, enfin la délégation c'est l'ennemi de l'investisseur, je le dis tout le temps, le Graal de l'investisseur c'est l'autonomie. L'autonomie, il n'y a pas besoin d'être un gros génie de Wall Street pour l'avoir, hein. D'atteindre le niveau de compétence qui nous permet d'atteindre de pouvoir gérer la taille de notre patrimoine et faire ce qu'on en a envie. S'il faut juste voilà, avoir un ou deux biens immobiliers, euh, euh, avoir un ETF et acheter de l'or de temps en temps, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances importantes. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir des connaissances adaptées, d'utiliser le moins d'intermédiaires possible. Et si on utilise d'avoir que des intermédiaires qui ont des intérêts convergents aux nôtres, voilà, et ceux qui connaissent bien le monde de l'investissement savent que c'est plutôt peu fréquent. Et donc, voilà. Je le dis tout le temps, hein, le facteur de réussite numéro un d'une stratégie financière, ce qui fait que quelqu'un va gagner plus d'argent que les autres, ce qui fait que quelqu'un avec 1 million, il aura un rendement de 5%, et l'autre, il aura un rendement de 30%, et même l'autre, il aura un rendement de 100% par an sur son million, c'est ses connaissances, c'est ce qu'il y a dans sa tête. Ok? Souvent, on parle d'effet de levier temporel ou l'effet de levier de l'argent en disant je vais emprunter de l'argent pour faire un effet de levier soit sur la bourse, soit sur l'IMO, soit peu importe. Mais l'effet de levier principal, hein, ce qui nous permet d'avoir le plus d'impact et de résultats dans une stratégie financière, c'est là-haut, c'est la connaissance. Voilà, et c'est à ça que je sers, hein. C'est pour ça que je suis là et que les gens me demandent parce que bah, tout le monde l'a compris, certains mettent un petit peu plus de temps, mais tout le monde finit par le comprendre. Donc, pareil, quand on sait plus, on évite des erreurs, on est autonome et on a une stratégie plus adaptée à sa situation. Quand je dis plus adaptée, c'est pas forcément une question de performance.
D'ailleurs, beaucoup de gens pensent que le plus en performance est toujours le mieux, mais c'est pas le cas. Le meilleur en investissement, c'est quand c'est adapté à notre situation. Mais quand je dis qu'on a des stratégies plus adaptées, c'est que par exemple, on va adapter la temporalité de nos investissements à notre temporalité personnelle. Par exemple, euh, ceux qui pensent qu'il faut bloquer leur argent pendant un certain temps dans des investissements, bah, c'est une erreur en fait. Quand on bloque son argent, on perd le contrôle et on laisse à l'intermédiaire faire ce qu'il a envie. Un bon investissement, il est jamais bloqué, quoi. Un bon investissement, il est liquide. Un bon investissement, c'est mon argent contre plein d'avantages et pas mon argent contre des désavantages, genre des frais, des blocages, des frais d'entrée, des lourdeurs administratives, des risques juridiques et réglementaires qui sont pris parce qu'il y a différentes administrations, des intermédiaires partout dans différents pays. Non, non, non. L'investissement, c'est mon argent contre des avantages. Donc on gagne en autonomie, on a des stratégies qui sont plus adaptées à notre situation et nos objectifs. Et des fois, bah, pour beaucoup de gens, et je le vois beaucoup, beaucoup en coaching, c'est juste avoir du cash. Voilà, avoir du cash, des fois, c'est le mieux pour, euh, pour faire face à une situation particulière qu'on a à l'instant T. Voilà, ça, c'est cool. Voilà. L'impact des frais de gestion, tout le monde le sait, hein, sur la durée de vie d'un produit financier, 80% des bénéfices ils partent des profits ils partent pour le gestionnaire ou les différents intermédiaires. Et puis voilà, mieux comprendre les risques. Quand on a plus de connaissances, on sait plus ce qu'on est en train de faire, on comprend beaucoup mieux les risques, on est beaucoup plus en contrôle, on est beaucoup moins à l'aveugle et à la confiance en des intermédiaires différents. Et donc, si on sait mieux ce qu'on est en train de faire, si on sait mieux les risques exacts qu'on est en train de prendre, et que ces risques sont choisis, maîtrisés, calculés et concrets et pas abstraits, eh bien, croyez-moi, on vit beaucoup mieux ce qu'on est en train de faire. On vit beaucoup mieux ses investissements. Et c'est ça le but. Voilà, c'est pour ça que je mis cette diapo, c'est parce que c'est ça le but. Le but, c'est de mieux vivre ses investissements. Et ça va être un peu le thème du jour avec les produits dérivés. Ok, super. Je vous remonte ça une dernière fois. C'est dans tous mes webinaires. Pareil, Virginie, si tu peux le mettre dans le lien, il y a beaucoup de choses. Dans la gestion, j'ai mis poche obligataire, mais ça, c'est valable pour les poches actions aussi. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ces, euh, qu'est-ce qu'on fait avec son argent? Est-ce qu'on décide de faire soit des stratégies passives, là où on délègue, je viens d'en parler, soit semi-actives, soit actives. Et là, je vous ai mis les rendements des obligations, parce que j'ai pris la diapo du webinaire sur les obligataires, mais vous pouvez faire un x2 si c'est les actions. Ok, un x2 ou trois sur les performances. Voilà, voilà. Euh, ouais. Si on peut mute les gens, Virginie qui rentre, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Donc, on dit que là, je vais vous montrer des stratégies de rendement optimisées. Voilà, notamment des stratégies high yield et des cover calls. Alors, c'est parti. Donc, euh, oui, je vous invite à aller voir ma newsletter. Euh, Si tu peux mettre le lien, Virginie, je partage mes portefeuilles. Donc, j'ai un portefeuille monde et un portefeuille CAC. Voilà, les deux, ils ont fait 30-35%, entre 30 et 35% par an sur les 8 dernières années. Donc, c'est assez intéressant pour ceux qui veulent les suivre. Puis, je partage aussi dans les actualités. C'est comme ça, tous les investissements que je fais, les réflexions, je fais des analyses graphiques. Voilà, là, on parlait de l'Indonésie, on parlait de plein de choses. Là, je faisais l'analyse je partageais l'analyse que je vous présentais tout à l'heure en introduction, etc. Allez jeter un œil. Et puis aussi un lien, Virginie, peut-être tu peux le mettre où on peut s'abonner pendant un mois gratuitement pour faire le test. Ok. Euh, alors, je vais vous montrer, on va aller direct aller après sur la pratique, mais on est bien sur le temps. Euh, euh, Le premier truc que je vais vous montrer, c'est les stratégies de rendement avancé avec les ETF. Bon, là, il y a des grosses pépites, hein. Pour ceux qui connaissent le monde de l'investissement, on est sur des choses qu'on ne voit pas à tous les coins de rue. D'accord? Et donc, en fait, bah, je vais vous montrer comment aller sélectionner vous-même des ETF, donc des investissements qui ont des stratégies intégrées. D'accord? C'est-à-dire,
des ETF. Alors, la plupart du temps, quand on possède des ETF, on possède des indices, on possède un secteur, on possède une zone géographique, dans ce cas, un ETF géographique. Et voilà, c'est des investissements qui maintenant sont énormément banalisés, hein. On peut les trouver un petit peu partout. Et la plupart des gens maintenant commencent à les intégrer dans leur patrimoine, dans leur PER, dans leur compte titre, etc. Même dans les assurances vie, maintenant il y a beaucoup d'assurances vie qui possèdent des, euh, des ETF. Et d'ailleurs, souvent, enfin moi, je donne par référence à Mundi parce que c'est franco-français et c'est ceux qui ont la plupart des gens ont ça en dispo, mais vous pouvez aller voir tout le monde, hein. Tout le monde, enfin tous les émetteurs d'ETF, Xtrackers les Allemands, Vanguard, BlackRock les Américains, tout, maintenant ils se valent un petit peu tous. Et puis en général, on dit pour un émetteur d'ETF, plus il est solide, plus il est gros, plus il est solide. Euh, je parlais euh, de la disponibilité des ETF en contrat d'assurance vie. Là, par exemple, sur Amundi, on voit que cet ETF-là, là, le Como CRB, je vais vous le présenter un petit peu plus en détail, mais c'est celui sur lequel on a notre position du portefeuille rotation depuis le mois de janvier. Donc c'est un portefeuille qui a bien monté d'ailleurs, c'est cool. C'est un portefeuille équipondéré. Équipondéré, ça veut dire qu'il possède 10% de chacune des 10 plus grosses matières premières non agricoles, ex-agriculturales. Donc du gaz naturel, du zinc, du pétrole, etc., etc. Et il se rééquilibre à une fréquence régulière, donc tous les mois ou tous les 3 mois, ça dépend de ce que fait de comment fonctionne l'ETF. Mais en gros, l'ETF, il possède ces 10 valeurs-là. À chaque fois que une de ces valeurs monte, donc là, récemment, on peut parler du pétrole, le pétrole qui a beaucoup monté, ou le gasoil qui a beaucoup monté, ou l'or avant lui et le silver avant lui, l'argent avant lui, montent en valeur. Ils prennent une portion de plus en plus importante dans l'ETF. C'est-à-dire qu'au lieu d'être initialement constitué de 10% de pétrole, l'ETF, il se retrouve par l'augmentation du prix du pétrole à 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20% comme c'était le cas, 20% de pétrole. Et à ce moment-là, lui décide de faire un rééquilibrage, donc trimestriel, mensuel, ça dépend de la stratégie de l'ETF. Et donc il va vendre le pétrole pour le ramener à 10% de la pondération de cet ETF-là. Et il va réinvestir équitablement dans les valeurs qui ont, elles, le plus baissé. Et puis, bah, vu qu'il a été vendu au bon moment, c'est ce qui s'est passé. Le pétrole, il a recorrigé, il est parti dans l'autre sens. Et aujourd'hui, il présente plus que 7% du patrimoine, du patrimoine, de la pondération de cet ETF-là. Et donc, bon, je suis allé un petit peu plus loin, mais donc c'est comme ça que fonctionne un ETF équipondéré. C'est un ETF qui choisit des composantes et qui les rééquilibre de façon régulière, en prenant les profits, en écrêtant les profits qui sont réalisés sur une ligne pour les réinvestir dans les lignes qui ont le plus baissé. Si l'ETF est constitué correctement, ces arbitrages, ils vont être extrêmement pertinents. Pourquoi? Parce qu'on va vendre ce qui a beaucoup monté pour acheter ce qui a beaucoup baissé. Et puis ensuite, on va faire l'inverse quand les courbes vont se recroiser. C'est toute la pertinence d'un ETF équipondéré. Là, je vous ai présenté ça sur les matières premières non agricoles, les 10 plus grosses en termes de taille d'échange de volume sur les marchés. Donc, bah, il y a le cuivre, on en parlait tout à l'heure, le cuivre, l'alu, etc., etc. Et ça, c'est bien parce que voilà, c'est un ETF qui permet de capter les profits automatiquement. Voilà, voilà. Et donc, voilà, c'est ce qui se passe. Il monte, il monte, il monte, il monte, il vend, il fait sa petite tambouille. Et, il fait des répartitions, des arbitrages comme ça en permanence, en automatique, sur les différentes lignes de ses sous-jacents, enfin des actifs qui le composent. Donc ça, c'est pas mal parce que c'est des stratégies qui sont intégrées à l'ETF
et qui sont la plupart du temps très rentables puisque on achète bien, on vend bien, on achète bien, on vend bien, sans trop y penser. Et alors pourquoi je vous parlais de ça? Je vous parlais de ça parce que du coup cet ETF-là maintenant il est disponible dans 106 contrats d'assurance vie. Mais là, je vous montre Amundi, mais c'est pareil, hein, vous allez voir tout le monde, enfin, vous allez voir tout le monde, il y aura pas de problème. Et puis là, on voit tout. Voilà, on voit les promoteurs, le nom du contrat, le nombre d'ETF qu'ils ont dans leur contrat. Donc voilà, ça peut être une bonne évolution de la gestion libre, on va dire, dans les PER. Là, voilà, on les voit dans les PER, on les voit dans Before Bank B, dans les Bourso Bank, dans les Generali, dans les trucs comme ça. Dans les Linksea, dans les Yomoni, voilà, des trucs un petit peu, on va dire, low cost, enfin low cost, pas low cost dans la façon dont ils sont construits, mais low cost dans les frais qu'ils prennent. Et donc voilà, c'est quand même une grosse évolution des dernières années, c'est que on trouve désormais des ETF de toutes sortes qu'on peut mettre dans ces PER, dans ces PEA, dans ces assurances vie, dans un petit peu toutes les enveloppes fiscales, et donc d'avoir une stratégie comme ça autopilotée. Euh, euh, Là, comme ça, je le banalise un petit peu, mais euh, c'est quelque chose que si on essaye enfin, c'est une stratégie que si on essaye de faire soi-même, ça demande beaucoup de ressources et de connaissances. Vendre des matières premières au bon endroit, au bon moment, pour les réinvestir et les redéployer dans les autres. Moi, je le fais parce que c'est ma gestion propre, mais c'est quand même extrêmement confort d'avoir un ETF qui le fait en automatique, quoi. C'est une stratégie qui fait de la gestion active et de l'arbitrage intelligent entre différentes lignes au sein de l'ETF et de façon complètement passive pour nous, sans que ça soit une stratégie déléguée, justement délégués à des conseillers, à des banques ou à des fonds ou je sais pas quoi. Là, on est vraiment en autonomie, on a l'ETF en direct. Et si en plus on le met dans une enveloppe fiscale, bah, on paye la fiscalité quand on a envie, enfin quand on décide de la déclencher. Donc ça, c'est quand même bien de pouvoir utiliser ça. Alors, dans ces ETF là, comme ça, ces ETF équipondérés, donc je commence par cela, je vous montrerai les autres après. Donc je commence par rééquilibrage là. Dans les ETF équipondérés, on peut voir ça sur différents actifs. Donc moi j'avais parlé du ODLV crypto qui fait ça sur, alors c'est qui? C'est 21 Share, ouais, voilà, 21 Share ils font ça. Alors ça, c'est Hodl. Donc lui, il fait juste que... Bon, bah, je vous le montre quand même comme ça. Hodl, lui, il possède les plus grosses cryptos par équivalent de leur pondération dans la market cap crypto, ce qu'on appelle le total. Euh, donc là, en l'occurrence, quand on achète cet ETF-là, là, le Hodl, on a 50% de Bitcoin, 25% d'Ether, etc., etc. Et donc, c'est pas forcément ce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais ça, c'est bien pour s'exposer à un genre un ETF crypto, on va dire, un panier de crypto. Et moi, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est eh bien, au-delà, voilà, c'est celui-là. Et donc, lui, il va faire exactement ce que je vous expliquais ce que je vous expliquais sur le comment, là, sur les matières premières, mais il va le faire sur les cryptos. C'est-à-dire qu'il va prendre, décidément, ça mouline un petit peu. Bon, le temps que ça ouvre, je vous explique. Donc lui, il va prendre les cinq premières cryptos. Donc il y a BTC, ETH, Solana, Bitcoin, XRP, ok, BNB. Et lui, il va les répartir 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. Donc il va prendre un cinquième de chacune des cinq plus grosses cryptos. Et puis il va faire le même truc. Euh, Là, en l'occurrence, bah, l'Ether a baissé quand le BNB Coin a monté. Bah, il va faire cet arbitrage-là. Voilà, il va vendre la prochaine fois, prochain trimestre. Donc, c'est quoi? C'est septembre, c'est 1er octobre peut-être. Il va vendre octobre, novembre, décembre, ouais, c'est ça. Il va vendre son BNB pour racheter de l'Ethereum si on est toujours dans cette configuration-là. Ce qui sera probablement pas le cas.
Mais je vous montre quand même ça. Pourquoi? Parce que on est quand même dans une config sur les cryptos où c'est tout est un peu bas. Tout est dans des. Bon, on va pas parler de crypto aujourd'hui. Mais en gros, c'est peut-être un timing pas trop défavorable pour ce genre de stratégie, quoi. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer la même chose sur le monde. Alors, sur un ETF monde. Alors, attends, avant de vous exciter, enfin, avant de vous emballer un petit peu sur les stratégies comme ça automatiques internes aux ETF, il faut savoir que il y a quand même des probabilités quand on fait ça, il y a quand même des probabilités de venir sous-performer les indices. Si on prend celui-là, là, il y a 250 entreprises. Voilà. Et donc, bah, celui-là, sur les 2 ans, il va faire 70%. Donc, on est sur 5 ans, il fait 75%. On est quand même sur des performances comparables à ce que peut faire le MSCI World. Donc, ça fait à peu près 15% par an. Euh, mais c'est pas du tout la même chose, en fait. Voilà. L'objectif, ça va pas être de surperformer le- les indices, mais ça va être d'avoir des stratégies un petit peu plus affinées et adaptées à notre situation. Donc là, par exemple, sur cet ETF-là, là, sur les 250 positions qu'il possède, bah voilà, il a Intel, il a AMD, il a Nokia, il a Texas Instruments, tout ça, ça a pas mal monté, Infineon, etc. Tout ça, ça a pas mal monté, SoftBank, les Japonais, tout ça, ça a monté. Il a une répartition un peu géographique et il va faire pareil. Il va vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter. Donc, on- on va être sur une performance inférieure de ce qu'on pourrait avoir sur un ETF Monde parce que il y a, il n'y a pas la surpondération dans les sets magnifiques qui ont beaucoup monté, etc. Mais on va être dans un comportement un petit peu plus linéaire, un petit peu plus résilient et avec des prises de profit intégrées. Il y a aussi un petit truc que je voulais montrer par rapport à celui-là, c'est le dividende. Voilà, il paye un 79 de dividende. Toujours pareil, hein, c'est un 79 parce qu'on est en haut. Quand on est en bas, enfin si on arrive à l'acheter bas, sur des points bas, on peut verrouiller 2,5, 2,3. Donc voilà, donc ça existe pour les ETF, pour les indices monde, mais il faut vouloir le mettre, il faut vouloir avoir ça plutôt qu'un ETF monde, en sachant qu'on va sûrement aller chercher un petit peu moins de performance, mais peut-être un petit peu moins de drawdown, donc ça se discute, voilà, et ça dépend. C'est pareil, alors sur le SP500, il y a aussi les mêmes trucs, là, sur le SP500, c'est pareil, il y a ce genre d'ETF qui existe. Mais là, pour le coup, ils vont sous-performer l'indice. Pourquoi? Parce que le SP500 ou le Nasdaq, ils sont principalement portés par ce que j'ai dit, les 7 magnifiques, quoi. Mais ça peut, voilà, dans les moments où c'est un petit peu plus, où c'est un petit peu plus compliqué pour le SP500, ça peut être discutable, ou on peut acheter ce genre d'ETF quand il y a un drawdown, enfin une baisse comme ça particulière. Voilà, ça peut être une stratégie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe, et là, il n'y a pas de dividende. J'en ai un comme ça sur l'Europe aussi, là. Alors, vous irez voir sur Just ETF, là, vous faites sélecteur, je vais vous montrer, sélecteur d'ETF. Hop là, trouver les ETF. Et donc, ah oui, donc là, il y a la distribution par mois aussi. Donc là, on est sur des ETF qui vont payer un petit peu tous les mois. Voilà. Donc là, on est. Attends, je vais regarder. Hop. Ouais, donc là, on est sur des stratégies de rendement optimisées avec du high yield ou du rééquilibrage. Vous pouvez aller voir ça sur l'Europe, vous pouvez aller voir ça sur les cryptos, sur les matières premières, sur le, le Nasdaq. Donc le Nasdaq, j'ai le QQEW, le SP500, j'ai le RSP. Et voilà. On a deux stratégies. C'est des ETF qui vont présenter, eux, des dividendes aristocrates.
Donc là, par exemple, il y a le Noble. Le Noble, c'est un ETF qui est constitué de tous les dividendes d'aristocrates US. Donc il y a tous les dividendes du SP 500, les dividendes aristocrates du SP 500. Et je vous réinvite à aller le revoir, hein. J'ai fait un webinaire uniquement sur les dividendes aristocrates. C'est ceux qui ont augmenté leur, leur distribution, euh, qui ont augmenté leurs dividendes de plus de 15% par an sur les dernières années, quoi. Donc lui, ils vont être très distributifs. Voilà, ça va être des entreprises à dividendes, mais par contre, il va y avoir un petit peu moins de croissance. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer, donc un petit peu là, attends, il fait un petit peu chaud par ici. La pépite du jour, c'était les ETF avec un call writing intégré. Le call writing, pour ceux qui connaissent, c'est le fait de vendre des options, des calls, sur des actions soit de croissance qui ne payent pas de dividendes, soit des actions de rendement qui payent des dividendes, mais qui vont payer un petit peu plus. D'accord? Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verrouiller des scénarios haussiers. C'est pareil, j'ai fait un webinaire là-dessus. Virginie pourra vous le mettre dans le chat. Et donc, en fait, ben, on va posséder une action et on va pouvoir verrouiller des scénarios de sortie au-dessus de notre scénario d'entrée et être payé pour attendre ces scénarios de sortie. Alors, je vous ai pris un exemple ici avec Abbott. Euh, euh, donc, sur un compte Interactive Broker, là, tout à l'heure, j'ai acheté du Abbott. C'est un compte démo, hein, c'est un compte démo. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, Abbott va payer un dividende de environ 4 à 5%. Il est où le dividende? Je vais vous le montrer. Voilà. Donc on a Abbott. Je vous l'avais mis dans le radar parce qu'il était particulièrement bas par rapport à ce que je vous expliquais sur les cycles et les différents secteurs. Abbott, c'est un aristocrate du dividende, ça veut dire qu'il paye des dividendes croissants depuis au moins 25 ans. Aujourd'hui, au taux du jour, après une baisse d'environ une quarantaine de pourcents, voilà, 30-40%, il paye encore 2,78 de dividendes. Donc on va dire 3 au prochain paiement. Donc, si on veut faire une stratégie de call writing, hein, je le résume parce que j'ai déjà expliqué dans d'autres webinaires que vous pourrez aller voir. Si on veut faire une stratégie de call writing sur Abbott, c'est j'achète du Abbott pour verrouiller un versement sur dividende important, donc là en l'occurrence de 78%. Et puis je me prévois des scénarios de sortie sur Abbott, donc plus 20, plus 30, plus 40%. Et ces scénarios de sortie, j'ai décidé de vendre des options, d'accord, à ces niveaux-là, des calls, pour pouvoir générer un rendement supplémentaire. Autrement dit, j'achète à bot ici, je suis vendeur ici, et pour verrouiller ce scénario de vente dans le temps, je vais vendre ici un call pour pouvoir générer du rendement supplémentaire sur cette position. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que si l'action arrive à se... Si Abbott monte effectivement à ce niveau-là, j'aurai une vente qui sera possiblement déclenchée par le détenteur de mon option. Et donc, je serai obligé de vendre une portion, enfin, la portion d'Abbott sur laquelle j'ai souhaité faire du call writing ici. Donc, je vais effectivement vendre mon Abbott. Je vais le vendre. Alors, si je m'étais mis une cible annuelle à 20%, je l'ai fait au hasard, mais si je m'étais mis une cible à 20% avec un scénario de 20%, de vente de 20% par an, je vais toucher et mes 20% et mes 3% de dividendes entre-temps si je l'ai détenu. Donc si ça met 1, 2, 3, 4 ans, j'aurais touché 2 ou 3 ans de dividendes. Et puis en plus, je vais toucher la prime qui correspond à la vente du call que j'avais prévu. Alors, pour avoir une idée de combien rapporte un call
pour avoir une idée de comment on le fait là, je vous montre comme ça sur mon compte Interactive Broker, mais vous pourrez aller chercher hein, avec l'IA comment on fait. Euh, donc là, je prends un exemple d'un call writing à un an, donc 365 jours, 358 jours, c'est pareil. Je prends un exemple de call writing à un an et, euh, et pour eux, un prix de sortie à 105, ce qu'on a dit à 105. Donc, si je suis vendeur de mon Abot à 105 ici, je vais vendre une option. Donc, je vais vendre un call ici. Je ne vous explique pas tous les détails de comment ça fonctionne, hein. Je le fais en coaching, mais je vous montre juste comme ça. Après, vous pourrez aller tirer la stratégie vous-même. Donc, je vends un call ici. Alors, bon, là, il a un spread assez important. Il est aussi entre 5,90 et 7,70. On va dire qu'il peut être vendu à peu près au milieu à 7, ou on peut mettre un ordre limite à 7. Et donc, vu qu'on est toujours sur des paquets de 100, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, si je vends un call comme ça à bot, je vais toucher 700 dollars. Je vais essayer de le déclencher pour vous montrer comment on fait directement en pratique. Alors, je le fais au marché. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai vendu mon call à bot. D'accord? Et donc, je vais vous montrer comment ça se traduit sur le compte eBay. Voilà. Il est juste là. Donc, j'ai mes actions à bot. Là, j'ai 100 actions à bot qui sont à 91. Je les ai achetées. J'ai vendu euh, un call à bot donc pour être vendeur de ces 100 actions à bot dans un an à 105, enfin, avec une expiration possiblement dans ce temps d'un an. J'explique pas tous les détails une fois de plus. Et donc, je vais toucher 658 dollars. Là, donc aujourd'hui, là, ils ont été virés sur le compte pour attendre, pour payer pour atteindre ce scénario. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que la rentabilité d'un, d'une stratégie de call writing, euh, euh, bah là, en l'occurrence, c'est 655 par an divisé par 9099. Voilà, c'est environ fois 100. Voilà. Ça vient rajouter un 7,19%, d'accord? Donc ça vient rajouter 7% de rendement supplémentaire aux 3%, d'accord? Que paye déjà Abbott, tout en venant chercher les 20% liés à la hausse. Ça veut dire que si notre scénario de 105, il est réalisé dans l'année, on encaisse donc les 20%, plus les 3% de dividendes, plus les 7% de, euh, de rendement généré par le call writing. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des stratégies qui font 30% par an, sans trop de risques, ou au moins des stratégies où bah, on se retrouve dans des positions où on touche 10% par an de rendement, euh, 10% par an de rendement, euh, pour attendre, enfin on est payé pour attendre 10% par an, pour attendre que nos scénarios haussiers se réalisent. Alors, quand on fait du call writing comme ça, le plus intéressant, le plus intelligent, c'est de bien acheter, d'accord? Parce que comme ça, on peut se permettre d'avoir plusieurs scénarios haussiers, et de ces plusieurs scénarios haussiers, on peut vraiment, euh, 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 de ces plusieurs scénarios haussiers, on peut vraiment avoir un yield au maximum pendant, pendant longtemps. Euh, et voilà, voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a des ETF, voilà, donc je vais vous en trouver un. Il y a des ETF qui vont appliquer cette stratégie-là aux différents, aux différents, euh, aux différents sous-jacents qui le composent. Je vous parle de ça et j'avais décidé de vous parler de ça parce que il y a BlackRock, par exemple, qui en a lancé un cette semaine sur l'ETF, sur le Bitcoin. Donc c'est pareil, c'est un ETF qui va détenir du Bitcoin et qui va, en plus de le détenir, donc là il vient d'être lancé aujourd'hui, en plus de détenir, va appliquer cette stratégie-là sur le Bitcoin. Donc eux, ils pensent payer 15 à 20% par an sur la détention de Bitcoin. Par contre, voilà, c'est un actif sur lequel c'est un petit peu plus risqué de faire ce genre de stratégie parce que les distances sont un petit peu plus
un petit peu plus proche. Voilà, je ne rentre pas dans la stratégie du call writing. Et je voulais juste vous montrer, pour ceux qui veulent le faire manuellement sur leur crypto, donc soit sur un ETF crypto, soit parce qu'on possède des cryptos sur un compte crypto, soit parce qu'on veut générer du rendement supplémentaire sur une grosse position de crypto qu'on possède. Euh, alors, soit on peut aller le faire sur des plateformes genre Deribit et tout ça, mais c'est quand même assez technique et compliqué. Soit c'est toujours pareil, on peut le faire sur Interactive Broker. Et je vous le montre, là, j'avais préparé un exemple de call rating sur ETHA, sur, sur un ETF crypto, quoi. Et donc là, c'est pareil. Si on est aujourd'hui, on est à 12. Si on veut sécuriser, enfin bétonner des scénarios de sortie à 24, donc c'est-à-dire en gros un x2 sur son Ethereum, et qu'on décide de faire du call writing ici, pareil, sur son Ethereum, on peut toucher à peu près 80, donc 80 dollars pour une position à 1200. On va être sur du 6,7, voilà, 6,7% supplémentaires par an pour être payé à attendre à faire du x2 sur ces ETH. Voilà. Donc ça, je voulais vous en parler. Pourquoi? Parce que c'est aussi un moyen de venir faire du rendement sur des valeurs qui ne font pas de rendement. Donc je pense aux actions US, je pense aux actions de croissance, au Tesla, à tous ces trucs-là. Si vous avez du Tesla en portefeuille, il y a ce moyen-là qui existe pour venir générer du rendement supplémentaire et être payé pour attendre ces scénarios de sortie. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est quand on verrouille des scénarios comme ça avec des produits dérivés, avec des options, il faut être sûr de ses points de sortie, il faut être clair dans ses stratégies. Si c'est faire 30% par an, eh bien, on vend un call à plus de 30%. Si on fait 50%, on vend des calls à plus de 50%. Tout dépend de la stratégie qu'on a. Et puis, je vais peut-être vous dire un dernier truc par rapport à ces call writing, c'est que il y a des investisseurs comme Warren Buffett qui le font continuellement et tout le temps, et pour qui c'est même la source principale de profit de leur firme, hein, comme Berkshire Hathaway, où en fait ils vont faire du call writing comme ça en permanence sur des positions qui vont garder très 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 longtemps, en snipant leur point de sortie, en étant extrêmement stratégique sur le niveau de prise de profit qu'ils vont avoir et de vendre des calls comme ça régulièrement pour générer du rendement supplémentaire sur les actions qu'ils possèdent déjà, qui en plus sont beaucoup des actions value, hein, value c'est-à-dire des actions de rendement ou des actions qui ne sont pas surévaluées dans le portefeuille de Warren Buffett. Et donc à ce moment-là, il y a des belles choses à aller faire. Et d'ailleurs, lui, il se permet même d'appliquer un effet de levier 1,7 sur toutes ses stratégies de call writing, c'est-à-dire qu'il vend deux fois plus d'options que ce qu'il possède comme action, puisqu'il adore être payé pour attendre que ces scénarios haussiers se produisent. Donc quand vous allez sur un site genre juste ETF comme ça ou un sélecteur, vous allez avoir le nom comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, il y a marqué Premium Income. Donc ça c'est des stratégies avec call writing. Premium Active, Premium Income, etc. Et vous allez les avoir pour le Nasdaq, la tech, certaines valeurs. En tout cas, on est sur Yield ou Premium Income si vous allez les chercher. Voilà, voilà. Les aristocrates, je vous en ai parlé. Le call rating intégré, je vous en ai parlé. Le rééquilibrage, equal weight, etc., je vous en ai parlé. Voilà. Ça, c'est trois bons moyens d'aller chercher du rendement ou de la rentabilité supplémentaire en étant directement dans un ETF, quoi. Par exemple, il a il va payer du distribuant, là, celui-là. Voilà. Il va payer comme ça tous les mois du dividende. Il va payer du 10,40 sur un équivalent Nasdaq, donc en faisant du call rating comme ça sur les valeurs du Nasdaq. Par contre, il ne va pas avoir la croissance exponentielle du Nasdaq, quoi. Puisqu'on est sur des ETF en distribuant, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va distribuer
qui va distribuer un dividende et l'ETF va décrocher comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose voilà, sur lequel il faut réfléchir, qu'il faut prendre en compte. Puis c'est pareil, hein, quand il plonge plus profond parce que bah, quand ça va mal, il continue à distribuer. Euh, donc voilà. Il faut quand même, voilà, il faut réfléchir, mais ça peut être bien pour des gens qui ont des stratégies de rendement ou qui souhaitent intégrer des stratégies type option à des fonds qu'ils possèdent. Et je vous montre un dernier truc, c'est euh, parce qu'on m'en a parlé cette semaine en coaching, c'est les ETF à effet de levier. Donc donc par exemple là c'est le SP5, hop là, c'est pas, c'est un short. Euh, Bon, je vais pas aller trop dedans, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des ETF qui ont un effet de levier. Ces ETF avec un effet de levier, ils vont reproduire deux fois la performance à la hausse de la performance du jour de l'indice et deux fois la performance à la baisse. Et ce qu'il faut savoir, c'est des ETF enfin, il y a beaucoup de gens qui les promeuvent et tout ça parce qu'ils font des très très belles performances historiques. Mais les ETF à effet de levier, en ce moment, dans le moment où les bourses sont très hautes, etc., ils ont quand même une plus grande probabilité à aller vers le bas et donc à venir procurer une performance très 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 négative plutôt qu'à venir chercher une performance positive. Je fais un dernier point sur là, par exemple, le MicroStrategy, c'est une entreprise qui fait qui possède beaucoup de Bitcoin, on appelle du treasury, qui va posséder énormément de Bitcoin et qui va faire sa valorisation en fonction de ça. Eux, ils font du collareting aussi sur leur Bitcoin, c'est-à-dire qu'ils en possèdent beaucoup, beaucoup, et puis ils font du collareting sur leur Bitcoin. Cette action, elle est particulièrement bas, hein. J'avais dit de l'acheter par ici, donc j'avais un petit peu tort. Moi, je l'ai acheté par ici, mais probablement que là, dans des valorisations comme ça, très très basses, ça peut être une bonne façon de s'exposer au Bitcoin. Voilà. Alors, je vais juste aller voir le chat s'il y a des questions. Peut-être peut-être récupérer le... Ah, c'est vrai, Julie. Julie, pas de questions, toujours super. Attends, merci, merci Julie. Donc, s'il y a des questions, je vous laisse les poser. Et puis sinon, j'enverrai le replay, hein, tout le monde, pour, euh, pour, euh, pour aller voir un petit peu ces stratégies. Euh, mais s'il faut retenir quelque chose, c'est que euh, il y a des milliers, des milliers, des milliers de stratégies qui existent. Vraiment, elles sont toutes aussi. Enfin, c'est vraiment. Je vais peut-être reclaim euh, Oui, c'est bon, je suis lost. Voilà, il faut savoir c'est qu'il y a des milliers, des milliers de stratégies, qu'il faut vraiment bosser pour récupérer la sienne, pour trouver la sienne. Comment faire une réentrée après avoir atteint son but sur une action? Alors ça, c'est une très bonne question de Feldes. Euh, 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 En fait, quand on fait du color writing comme ça sur des actions, ou quand on prend des profits comme ça sur une action, il faut déjà avoir sa stratégie de rentrée. Et sa stratégie de rentrée, c'est dans le futur, c'est je rentre par exemple, je rentre dans cette action que je me suis séparé si elle refait du moins 70%, si le RSI revient en dessous de 30 en weekly. Et là, on est sur de l'analyse technique pure. Et ça, voilà, soit on sait le faire, ou soit on ne sait pas faire. Par contre, c'est extrêmement important, c'est que quand on ne sait pas faire de l'analyse technique, qu'on prend ses positions sur des actions et qu'on fait des belles prises de position sur des valeurs et qu'on a des profits, qu'on réalise des profits, il faut les prendre et il faut les valider et il faut les réinvestir soit plus tard sur la même action, soit autre part. Voilà. Mais là, on est dans les stratégies individuelles. Voilà, voilà. Mais normalement, c'est ce que je dis toujours à mes coachés, c'est bien d'avoir un coup d'avant et d'avoir un coup d'avance et savoir ce qu'on va faire après quand on achète et quand tu vends une position. Des gens qui font des coachings avec moi le savent. Je dis, il faut toujours avoir un plan pour chacun de ces euros. Une petite question de Muriel. Euh,
D'ailleurs, Muriel, si tu veux, peut-être que tu peux dire un petit mot. Muriel, c'est quelqu'un qui travaille avec moi. Si tu veux, tu pourras dire, enfin, si ça t'intéresse, tu pourras dire un petit mot aux autres gens qui sont là ou un petit témoignage si ça t'intéresse, comme tu veux. Avec le call writing, si l'action atteint le niveau souhaité, elle est revendue, il faut attendre l'expiration. Quelle est la différence avec le covered call? Le covered call et le call writing, c'est le même nom pour une stratégie, enfin, c'est le même nom en fait. Euh, un writing, c'est l'action de vendre, en fait. L'action d'écrire son scénario, de valider son scénario de sortie. Euh, euh, En fait, en théorie, celui à qui tu as vendu le call, donc qui possède ton option, lui, il peut le déclencher pour te forcer à revendre tes actions au prix, au prix du strike, quoi. Donc là, en l'occurrence, pour Abbott, c'était 105. 105 qu'on avait déterminé à l'avance. Donc si le mec est d'accord pour vendre à 105, même si l'action elle est à 95 ou à 100 ou à 110, etc., bah, toi tu la vends à 105 et tu récupères l'équivalent du montant sur ton compte. Et ça, c'est vraiment bien parce que c'est une validation du scénario. Si elle est faite plus tôt que l'échéance de ton option, bah, tu as validé un profit équivalent sur une période plus courte. Donc, c'est super bien. Tu vois. Voilà. Et il faut attendre l'expiration? Non, ça peut se passer n'importe quand dans la durée de détention de l'option. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus se rapproche de la date d'expiration, plus sa valeur baisse et moins son détenteur, celui à qui tu l'as vendu, a de profit ou d'intérêt à le refaire, à la déclencher. Et c'est pour ça que 85-90% des options expirent sans, sans, euh, sans, sans exécution sans assignation, excusez-moi, je cherche le mot, sans assignation du détenteur des actions, parce que, il, parce que des fois, il est même pas rentable, lui, dans son scénario, quoi. Donc, il préfère laisser expirer l'option plutôt que de valider une opération qui n'est pas rentable pour lui, quoi. Ou alors la faire rouler pour arriver sur un autre scénario. Donc, il y a un engagement à vendre des options, c'est celui de vendre et de valider son scénario de sortie, quoi. Voilà, c'est un engagement, et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement clair avec sa stratégie quand tu le fais. Mais c'est bien parce que pourquoi j'en ai parlé ici aujourd'hui, c'est parce que bon, déjà il y a des ETF qui l'incluent, qui le proposent de le faire tout seul, hein, donc sans le tracas de justement est-ce que je vends, est-ce que je vends pas et tout ça, et je prends mes 7 à 10% par an comme ça de distribution, quoi. Euh, Euh, ça exonère de décisions personnelles, mais j'en ai aussi parlé parce que quand on décide de prendre une position, le fait de pouvoir y appliquer une stratégie de call rating est un paramètre à prendre en compte. Là, en l'occurrence, moi, quand j'ai fait ça sur Abbott, je sais que je vais prendre mon dividende, mes 7%. Alors, ça oscille, hein, on va dire, entre 6 et 12 en fonction de la volatilité, parce qu'il faut savoir qu'il y a un paramètre de volatilité dans les options. Mais je sais que je vais prendre mes 10% par an de rendement pur, tout en attendant des scénarios haussiers de 20, de plus 20, quoi. Donc, je vous en ai parlé parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être pris en compte euh, quand on décide de prendre une position. C'est une grosse réponse. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me poser d'autres questions? Monsieur, voilà. J'essaye toujours de faire 1 heure. Là, je sais que mon temps est très précieux. Enfin, surtout votre temps est très précieux. Je vais faire l'abscisse. Votre temps est très précieux et le mien aussi. Donc là, on est à peu près à 1 heure. On essaie de faire des réponses, des questions. Mais allez, s'il faut retenir qu'une seule chose, c'est vraiment. euh, Il y a plein de stratégies, il y a plein d'options, tout est possible. On peut le faire soi-même, on peut le faire au sein d'un ETF. Vraiment, des possibilités, vous les avez vues hein, avec ceux qui sont abonnés aux rotations, même aux états de la rotation, ils sont inondés d'opportunités d'investissement, hein. Il y a tout ce que je fais, ce que je fais pas, mais que je dis que je pense qu'il est une bonne idée. Il y a mes portefeuilles, il y a tout ça. Et il existe des tonnes de stratégies d'investissement.
il faut vraiment bosser, il faut vraiment réfléchir pour, pour, euh, pour, euh, pour trouver qui est, enfin, pour trouver laquelle est la bonne pour vous, quoi. Il y a Julie qui me demande si j'ai un lien pour la newsletter. Alors oui, je vais la mettre dans le chat. Je vais le mettre dans le chat. Tiens, vous voulez que je vous fasse un petit point sur les newsletters? Euh, Peut-être pour ceux qui ont 5 minutes, comme ça, on va tirer jusqu'à 19h, 19h05. Allez, je vais vous la montrer. Ah bah tiens, Virginie, elle a mis le lien. Je vais vous mettre directement le lien pour ceux qui veulent tester. Alors, il faut mettre sa CB et tout, mais pendant un mois, c'est pas facturé. Et puis après, si vous voulez arrêter avant, faut me, faut juste m'envoyer un mail, quoi, ou à Virginie, et puis on annule, quoi. Il y a pas de captif, truc captif. Tiens, là, je vous mets le lien avec un mois offert dans les trucs, enfin, avec un mois d'essai. C'est un lien Stripe. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, je vais vous faire un point sur les rotations. Donc ça, c'est la newsletter que je fais toutes les semaines. Euh, c'est la newsletter que je fais toutes les semaines. Il y en a qui probablement de vous qui ont déjà eu ce fichier entre les mains. Donc j'en fais un petit point comme ça pour vous montrer un petit peu l'évolution et comment ça s'utilise. Le premier truc, ça ouvre toujours là. Donc là, c'est 23h06, hein, c'est celui de la semaine dernière. Le premier truc, c'est ça ouvre toujours sur les actualités. Donc en gros, les actualités, c'est un petit peu où il en est le portefeuille. Est-ce qu'on a des actions à faire, des actions de rotation ou pas? Et qu'est-ce que moi, j'ai un petit peu fait, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je prends comme investissement en ce moment? Quelles sont mes analyses sectorielles, etc. Donc là, par exemple, moi, cette semaine, enfin, c'était mardi que je l'ai publié. Je faisais un point sur des valeurs qu'on avait gagné un petit peu de sous dessus. Donc, voilà, Moderna fait 140, STMPA 275, etc., etc. Et donc là, c'est pareil, hein, vous pouvez remonter jusqu'en 2019 pour l'historique. Donc vous pouvez aller voir tout ce qu'il y a. Il y en a qui le font, qui sont très courageux. Mais en gros, voilà, j'explique un petit peu tout. J'explique voilà, qu'est-ce qui se passe sur la santé. Là, j'avais parlé du retournement du blé, par exemple. On est quoi? Le 17 février 2026, retournement du blé. Bon, voilà, il est un petit peu plus haut maintenant, le blé. J'explique des choses, là, j'explique un petit peu le CRB, justement, ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, comment ça marchait, pourquoi fallait se positionner dessus. Bah, ça fait déjà un petit peu plus 30. Plus 30. Là, je parlais Texas Instruments. On était en janvier 2026, Texas Instruments. Je disais que justement, il y avait les rotations oh, putain, ça va faire une belle perf là. 190, Texas Instruments, on doit être à. Donc j'ai expliqué qu'il y avait un petit peu les rotations sur les semi-conducteurs, hein, ce que je vous expliquais un petit peu. Euh, donc d'abord les gros, ensuite les moyens, ensuite les petits. Ouais, voilà, on était par ici, 190, 320. Donc on a fait pareil, quasiment 80-90% depuis février, hein, février, donc c'était pas mal. Janvier, février, j'expliquais quoi? Le gaz naturel, le pétrole, le nickel avant qu'il monte, avant bien sûr avant bien sûr la crise hein, qu'il y avait eu là, qu'il y a toujours d'ailleurs en Iran. Bref, j'expliquais un peu de la santé, j'expliquais pas mal de trucs. Donc là, vous retrouvez un petit peu l'historique. Et j'avais fait là en 12-2025, en décembre de l'année dernière, il y a 6 mois, une analyse sur les food and beverage. Et c'est cette même analyse que j'ai refaite là, sur les food and beverage, parce que ça a quasiment pas bougé. On est toujours dans cette phase de latéralisation, ce qu'on appelle un range en anglais, enfin en analyse technique. Pour ceux qui ont déjà fait de l'analyse technique avec moi, on est sur ce qu'on appelle une phase d'accumulation. Voilà, une phase d'accumulation, c'est quand les investisseurs institutionnels, ils accumulent, ils achètent beaucoup d'une valeur pour s'y exposer. Voilà. Et donc, j'estime que voilà, toujours la santé et le food and beverage sont dans cette phase d'accumulation et donc il y a des opportunités. Voilà, j'invite les gens. Alors là c'est le Europe.
Donc là, on a tous les Nestlé, les trucs comme ça. Mais quand on est aux US, on a aussi beaucoup d'alimentaires US, de cycliques, les céréaliers, etc. Là, je parlais de General Mills aussi il n'y a pas longtemps, etc. Donc voilà, je publie ces analyses-là, et c'est un bon point de repère pour ceux qui veulent bah, soit savoir ce que je fais moi, là, donc je dis voilà, moi en ce moment j'investis là-dedans, je fais ceci, je fais cela, ou alors avoir des idées, ou alors je fais des points mindset, je fais des points, voilà, bon, ça peut être bien voilà, de l'avoir même pour les gens qui sont didactiques. Ensuite, il y a je publie les deux portefeuilles, là, ce que je vous ai parlé, les rotations. Donc là, c'est le portefeuille CAC où j'applique les rotations donc à 40. Bah, pour vous faire une idée, là, si on fait un point à performance, c'était pas le but du jour, mais si on fait un point à performance, voilà, depuis 2018, le CAC il fait 58 et nous on fait 233. Les deux elles sont hors dividende, ça veut dire que sur le CAC, il faut, il faut rajouter la, le dividende, mais sur notre portefeuille aussi, quoi. Et voilà. Bon, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais bon, c'est bien quand on fait une performance qui fait 4 fois l'indice. Et puis sur le monde, là, c'est un petit peu pareil. Donc là, c'est ce que j'explique hein, sur les rotations régulièrement. Sur le monde, là, c'est pareil. On est un petit peu moins du double de la performance. Donc, mais c'est quand même bien de faire le double d'un indice. Et puis bah, là, en 8 ans, du coup, 8 ans, 3 fois 8, 24, on a un petit peu moins de 30%. Bon, ça bouge, voilà. Les portefeuilles, ils montent, ils descendent, enfin voilà. C'est des portefeuilles. Et puis ensuite, pour vraiment ceux qui sont un petit peu plus avancés, on va dire swing trader, etc., eux, je leur fournis carrément le classement, donc soit par pays, soit par zone géographique, soit par market cap des, euh, des valeurs les plus fortes du monde. Donc, c'est en gros, c'est un petit échantillon de comment je construis mon portefeuille, enfin comment je construis les stratégies. Et en gros, ça permet d'identifier sur les 140 derniers jours les valeurs les plus fortes de l'indice. Donc là, on va vraiment être plus sur une stratégie de swing trading que sur une stratégie d'investissement. Donc c'est vraiment pas adapté à tout le monde. Mais en gros, l'idée de ça, c'est je connais les valeurs qui ont le meilleur momentum, entre guillemets, les valeurs qui ont la plus grosse force relative de l'indice, celles qui ont fait la meilleure perf des 140 derniers jours. Bah, je peux décider de me positionner dessus et de les porter dans leur force, de les porter sur un petit moment dans leur force. Bon, là, on rentre dans les stratégies de trading à moyen management, donc c'est euh, c'est particulier, mais pour avoir une idée de ce que font les gens qui utilisent ce classement, c'est, ah bah tiens, bon ça je sais que c'est les valeurs fortes du moment, j'en ai une qui rentre, là j'en ai une qui apparaît. Ça avait été le cas l'autre jour quand je faisais le classement géographique de la Corée qui avait apparu, bah, notamment portée par Samsung, le conducteur, elle avait apparu il y a un petit moment, là, voilà, elle était pas là, bah, 8 2025, ça fait quasiment un an. Elle était pas là, la Corée, puis elle est rentrée dans le classement, et puis elle était pas là, et puis à un moment, elle est arrivée en haut, et puis elle est devenue première, voilà. Et à ce moment-là, quand il y a une valeur qui rentre dans le classement, qui fait irruption dans le classement, et qui passe comme ça en première classe, donc qui montre vraiment beaucoup de force par rapport aux autres, bah, c'est un signe de force, quoi. Donc il y a des gens qui prennent ces valeurs-là. Moi, je le fais, hein, je le fais régulièrement, mais c'est vraiment une stratégie de swing trading. C'est pas le cœur de ma stratégie d'investissement, quoi. Euh, je le rappelle, hein, l'investissement, c'est notre argent qui travaille pour nous. Le trading, c'est nous qui travaillons pour notre argent. Et donc, bah, ce qui s'est passé pour la Corée, mais comme avant, il y en avait eu d'autres, hein. Il y avait eu l'Afrique du Sud, il y avait eu l'Afrique, il y avait eu les US, il y avait eu la France. En fait, c'est un petit peu chacun son tour, hein, c'est le principe des rotations. Et donc, quand il y a eu quand il y a eu la Corée qui est arrivée, là, à ce moment-là, bah, on l'a pris, moi je l'ai pris, hein, et puis elle était à 73, et à l'heure où on se parle, elle est toujours première du classement, bah, elle a fait x3, quoi, donc 200% sur un indice national. C'est vraiment, c'est beaucoup, et c'est rare d'ailleurs, hein, vous ferez pas souvent ça sur des indices nationaux des pays entiers, quoi. C'est exceptionnel. Mais en tout cas, c'est un peu la façon de l'utiliser. Alors, il y en a un qui est, j'ai un classement style, j'ai un classement géographique, j'ai un classement sectoriel européen
sectoriel monde. Et ceux qui veulent faire du swing, mais je vous préviens, c'est quand même, enfin, c'est un vrai savoir-faire. On ne peut pas se lancer comme ça sur la simple détention du fichier. Bah, c'est, ah tiens, il y a une valeur qui arrive comme une balle dans le classement. Alors, on l'a vu beaucoup au Nasdaq avec les semi-conducteurs, etc. C'est comme ça que j'avais identifié Nvidia. Nvidia, elle était rentrée là à ce moment-là. Voilà. Quand il y a une valeur qui arrive comme une balle dans le classement, on peut dire, bon, bah écoute, peut-être que je vais essayer de la porter pendant un petit moment. On est sur du swing trading, on est sur du momentum et on n'est pas sur une approche investissement comme je peux le montrer en coaching. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc voilà, il y a beaucoup de valeurs dans ce newsletter pour ceux qui la veulent, mais en vrai, hein, en vrai, la vraie valeur est dans nos actualités, savoir ce que je fais, suivre les portefeuilles et puis aussi dans l'historique. Voilà. Moi, je suis transparent, je donne tout mon historique, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait depuis le début. Voilà, là, j'avais donné Merck, pareil, on a gagné plein de sous là-dessus. Pareil, j'ai expliqué comment fonctionnaient les rebonds des cryptos. Voilà, c'est vraiment pour, voilà, ceux qui veulent se faire une idée, ils peuvent aller voir l'historique. Et voilà, des fois, j'ai dit des trucs bien, des fois, j'ai dit des trucs pas bien. Mais on essaye d'être bon, quoi. Voilà. Sur l'or, pareil, j'ai expliqué un petit peu. Alors, je vais juste retourner sur le chat. Oui, volontiers, merci. T'as un lien. Tout le monde est encore là jusqu'à la fin. Les gens, vous êtes courageux. Soit vous êtes courageux, soit il fait trop chaud la canicule chez vous et vous voulez pas aller dehors. Tu mets un MCPI là-dessus, il y a moyen d'avoir des choses intéressantes. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est toujours pareil. Dans les stratégies d'investissement, il y a la technique, il y a le backtest, il y a le forward test, il y a la performance des stratégies, il y a l'influence des événements extrêmes aussi sur les stratégies. Et puis, il y a sa confrontation, la confrontation de l'investisseur à ses stratégies d'investissement. Et là, on est sur le psychologique. Et le psychologique, c'est la bonne exécution de ces stratégies d'investissement. Et je suis très d'accord avec toi, hein. Il y a, il y a, il y a beaucoup de belles choses qui marchent en backtest, qui marchent en forward test, et qui, derrière, euh, des stratégies dans lesquelles on ne va pas avoir une grande confiance parce que, justement, on n'est pas sûr de la pérennité, on n'a pas confiance en différents actifs sous-jacents qui nous proposent. Et donc, bah, on voit toujours un gap d'exécution entre le papier et la vie réelle, et je crois que c'est toute la beauté de l'investissement. Voilà. Donc, bah, c'est un peu tout ça que moi j'essaye de vous partager, de vous dire qu'il y a plein de stratégies, il y a plein de choses à faire, il y a une infinie de choses, il y a une infinie de stratégies rentables, il y a plein, 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 plein de choses qui sont très bien, qui sont rentables, qui sont faciles, qu'on peut faire en autonomie. Il ne faut pas se laisser griser, il faut être clair dans ses stratégies, il faut être clair dans sa façon de penser, il faut être clair dans ses objectifs et il faut être clair dans l'exécution de ses stratégies. Euh, euh, je ne vous ai pas montré aujourd'hui un ETF magique, etc. Je vous ai montré d'autres façons de penser, d'autres façons de voir. Et le plus important, euh, 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 oui, oui, je comprends. Oui, Julie. Oui, oui, c'est vrai. Alors, Julie, dans le chat, elle me parle de l'automatisation. Il y a une certaine forme d'automatisation dans cette stratégie, puisqu'on est dans la sélection d'actifs en fonction de facteurs de performance relative, et pour autant, il y a quand même une partie de discrétionnaire. L'expérience, voilà, c'est quelque chose qui est incompressible. Moi, j'ai travaillé toute ma vie là-dessus. Euh, je sais que, puis je travaille beaucoup sur l'automatisation, les algorithmes et tout ça, hein. J'ai plein de choses que je garde en personnel et sur lesquelles je fais évoluer plein de choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a euh, l'automatisation a des avantages et des inconvénients. On est dans une ère où oui, l'IA permet des choses, mais où aussi elle peut créer des,
des situations chez des investisseurs qui sont pas forcément euh, confortables ou qui derrière qui vont pas exécuter. Je donne un autre exemple, c'est des gens qui utilisent des screeners. Moi, je paramètre beaucoup des screeners pour les gens, ou je customise des screeners pour les gens pour pouvoir avoir leur situation et tout ça. Euh, un screener bien paramétré, bien intelligent, qui fait de l'analyse fondamentale, qui fait de l'analyse technique, qui fait plein de choses, c'est une chose. Mais après, il faut avoir confiance en les résultats des screeners. Il faut avoir confiance au market timing de quand tu vas exécuter les résultats des screeners. Il faut avoir confiance au moment où tu vas prendre tes profits. Il faut le faire, etc., etc. Et là, on rentre dans le paramètre où il y a la l'adaptation, la personnalisation des résultats de ces stratégies d'investissement et de l'exécution. Et c'est ça la vraie difficulté. Tu sais, quand on dit souvent l'investissement, c'est 20% de technique et 80% de mindset, on pourrait même dire c'est 10% de technique et 90% de mindset. Le, le mindset, c'est tellement primordial. Et d'ailleurs, quand on parle d'investissement, euh, euh, le mindset, il est au-delà de la discipline à exécuter une stratégie. Tiens, je pourrais faire un webinaire sur le mindset la prochaine fois, sur la psychologie de l'investissement. Mais le mindset, il va au-delà de l'exécution de ses stratégies, il va au-delà de sa discipline, il va au-delà de tout ça. Il est dans son rapport à l'argent, il est dans ses loyautés par rapport à l'argent. Donc, loyauté, il y a plusieurs types de loyauté, mais il y a la... Ok, bah, je ferai un webinaire mindset la prochaine fois alors. Mais il faut savoir qu'il y a il y a énormément de gens qui ont de l'or entre les mains et qui ne sont pas capables de le concrétiser en stratégie. Il y a le rapport à l'argent, il y a la conscience de son niveau de richesse, la conscience de la taille de son patrimoine, de ses revenus, la conscience du fonctionnement de l'argent. Alors moi, je travaille beaucoup. Vous êtes là, les gens, je continue, hein, je continue à parler, il y a encore du monde, donc je continue à en parler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de- d'émotionnel dans le rapport à l'argent. Je connais et je vois des gens en coaching tout le temps, des gens qui ont des facultés cognitives très importantes, qui sont très intelligents, etc. Et pourtant, quand il s'agit d'argent, vont être sujets à leurs émotions, quoi. Euh, ou prendre des décisions pour se débarrasser de quelque chose, pour ne pas devoir quelque chose à quelqu'un, etc. Donc il y a tout un tas de biais liés à l'argent que moi j'étudie beaucoup et que je travaille beaucoup en coaching avec les gens, mais c'est pour dire que c'est au-delà de la technique. Euh, la technique, il suffirait de faire des stratégies très simples et de hold et voilà. Mais c'est de hold, ça veut dire et de garder et de jamais toucher. Mais c'est plus compliqué que ça. Il faut que la temporalité, la volatilité, le risk-reward d'un investissement soit en corrélation avec notre temporalité à nous, notre perception du risque, notre taille de patrimoine. Donc, la taille d'une position, ce qu'on appelle l'allocation d'actifs, c'est-à-dire la taille de position qu'on va prendre, va être extrêmement importante. Euh, Souvent, les gens me disent, ouais, mais c'est quoi la bonne allocation? Il faut mettre combien dans tel actif? Quand tu as 300 000 à mettre en bourse, tu le mets sur un ETF, tu le mets sur 5 positions, tu le mets sur 6 positions. C'est plus complexe que ça. En fait, ça serait cool qu'il y ait des règles pour tout le monde, mais en fait, chaque personne va être confortable avec un niveau de risque différent. Par exemple, il y a des gens qui vont prendre des positions à 50 000. Et ces 50 000, bah, ça va baisser à 40 000, ça va baisser à 30 000, ça va baisser à 20 000, avant de remonter à 100 000. Bah, pour ces gens-là, un drawdown, ce qu'on appelle une baisse temporaire ou une baisse de la valeur de leur portefeuille de 30 000 euros, ça va être la fin du monde. Ça va être émotionnellement extrêmement difficile à tenir. Pourquoi? Parce que bah, si c'est des gens qui ont 50 000 euros de salaire, qui sont capables, en se serrant bien la ceinture après avoir s'être occupé de leur famille, etc., à mettre 5, après payer leurs impôts, etc., à mettre 5 000 euros par an de côté, bah, perdre 5 000 euros, c'est l'apport patrimonial
d'un job à 50 000 dans lequel tu as réussi à péniblement mettre 10% de côté. Bah, si tu perds 30 000 euros, tu vois 6 ans de boulot qui vont s'étioler, qui vont disparaître. Et ça, pour beaucoup de gens, ça va être insupportable. Alors que si c'est quelqu'un qui a un mindset d'investisseur, lui, il va avoir l'habitude, il sait que sa temporalité, c'est 10 ans, il sait que cet argent-là, il n'en a pas besoin, il sait que 50 000 euros, c'est une petite position pour lui, et il va pas vivre la même position avec le même montant différemment que l'autre personne. Et donc, à taille de position équivalente sur un actif équivalent, deux personnes vont le vivre de façon complètement différente. Et c'est là que le mindset y rentre en compte. Celui qui a beaucoup, il va attendre, il va pas perdre d'argent. Celui qui n'a pas beaucoup, qui peut avoir besoin de l'argent pour autre chose, qui va voir son projet de vie ou ses économies ou son projet futur fondre comme neige au soleil avec un drawdown de 30 000 euros, il va se dire, bon, bah, je coupe. Et il va couper ses pertes, il va sortir, il va arrêter le massacre. Je mets des grosses guillemets parce que c'est de l'émotionnel pur, hein. Et il va perdre de l'argent d'investissement quand l'autre en gagnera pour le même moment d'entrée, le même montant, la même position, le même market timing. Et des fois, il y a des stratégies derrière qui sont huilées, qui sont carrées, qui sont automatisées, qui ont fait leurs preuves. Si on prend les portfolios Visualizer, un site que j'ai déjà partagé, où on voit les portefeuilles de Ray Dalio, de Harry Brown, tous les portefeuilles des retraités américains, les gens, ils savent ce que ça produit, ils savent quoi faire. Les algos, entre guillemets, ils sont carrés, ils sont réglés. Et pourtant, il y a plein de gens qui sortent l'argent parce qu'ils ont un problème de santé, ils ont besoin de faire ceci, ils ont besoin de faire cela, ils ont une dépense. Donc la plupart du temps, bah, quand tu sors l'argent, la temporalité des marchés financiers, elle est rarement corrélée à ta temporalité personnelle, hein. Ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent de savoir quand toi, tu as besoin ou tu n'as pas besoin de l'argent, quoi. Je vais te dire un autre truc, donc on parle de mindset, puis après on va profitez-en si vous avez quelques questions, après je vais raccrocher, puis j'enverrai le replay et tout ça, mais vraiment si vous voulez, euh, euh, oui, je vais faire un dernier point mindset pour Julie. Il y a beaucoup de gens qui, euh, 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 qui ont ce qu'on appelle un biais-action, c'est-à-dire qu'ils vont préférer faire quelque chose que de ne rien faire. Et en fait, en faisant quelque chose, en se poussant eux-mêmes à l'action, ils vont des fois juste initier une chaîne décisionnelle dans l'investissement qui feront que derrière toutes les décisions qu'elles prendront, si la première est mauvaise, elles vont toutes être mauvaises. Elles vont toutes être en réaction de quelque chose, en récupération de, en réparation de, ou vouloir faire table rase par rapport à une situation. Et donc, en fait, la gestion patrimoniale, l'investissement, la croissance de son patrimoine, c'est une chaîne de décisions qu'on prend les unes après les autres qui viennent s'imbriquer et où les décisions présentes ont un impact sur les décisions futures et les décisions futures ont un impact sur les décisions encore futures et où bah, si on prend une succession de bonnes décisions, une chaîne de bonnes décisions parce qu'on se les décidé au début, bah, on va avoir des effets exceptionnels. Mais par contre, si on produit si on commence sur une chaîne, une spirale négative, derrière, c'est irrécupérable. Et je peux vous dire que je vois des situations tous les jours au quotidien qui sont catastrophiques. Ok, il y a des gens qui, en voulant investir, détruisent des patrimoines qui, pour autant, au départ, étaient extrêmement conséquents. Bon, ça c'est quelque chose. Et donc, voilà. Donc, en fonction des gens, de leur vie, de leur projet, de la situation du marché, il va falloir que les gens ils prennent une décision. La décision, elle doit être en fonction d'eux. Est-ce qu'ils ont besoin de faire cet argent-là? Est-ce qu'ils ont besoin de cet argent-là immédiatement? Est-ce qu'ils ont un objectif à 8 ans, 10 ans, 15 ans? Est-ce qu'ils ont telle allocation, telle connaissance sur ces actifs, etc. Donc ça, c'est leur situation personnelle. Et les gens doivent confronter leur situation personnelle, leur réflexion personnelle à la situation de marché. C'est-à-dire comment est le marché en ce moment et est-ce qu'il va être à même de pouvoir m'aider à remplir mes objectifs personnels ou pas. Si c'est oui, bah c'est oui. Si c'est non, il faut alors soit décortiquer le marché pour trouver les bonnes opportunités, soit choisir d'autres actifs, soit ne rien faire. Et c'est là que je voulais en venir, soit ne rien faire. Et je sais que c'est incroyable de dire ça, mais pour beaucoup, beaucoup de gens, euh, 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 et,
qui n'ont pas la connaissance ou qui ont une temporalité ou des objectifs personnels particuliers, ne rien faire est la meilleure solution en investissement. Et ils feront ne rien faire peut être un choix. Ne rien faire est aussi une action en investissement. Et voilà. Et donc, des fois, c'est fou parce que moi, ils viennent me voir en coach en investissement et je leur dis, ils me disent, Arnaud, dans quoi je dois investir en ce moment? Moi, je sais dans quoi il faut investir en fonction de la taille du patrimoine des gens et ce qu'ils ont besoin de faire. J'étudie ça toute la journée, c'est mon taf. Et je dis aux gens, bah, en ce moment, il faut rien faire. Ou alors, t'as une allocation qui est correcte, il te manque un ou deux trucs, mais sinon, ne rien faire en attendant d'avoir un peu plus de visibilité. Voilà. Et, euh, et être un bon investisseur, ça peut être ça aussi. Voilà. Désolé, j'ai un peu beaucoup parlé, mais c'était un bien de faire un point mindset. Bon, bah écoutez, on a à peu près parlé de tout. Je vous remercie tous. J'essaie de faire 1 heure max à chaque fois, donc voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis à bientôt pour des nouvelles aventures d'investissement alors.